Et si en France, on avait perdu le fil de l'autorité derrière les murs de Vendin-le-Vieil, des caïds dictent les règles dans nos campagnes, une rave party interdite s'installe comme si de rien n'était, de la prison aux prairies, cette même impression, l'autorité recule et l'État semble courir derrière les faits accomplis. Avec moi pour en parler, il n'est pas là mais il est là, c'est Christophe Barrière. Blanche Léridon, bonjour. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonjour. Guillaume Audat, vous êtes grand reporter, bonjour, ancien correspondant à Jérusalem. Absolument. Mais je ne le dis pas souvent, mais il faut que je le dise. À Washington aussi, je suis passé. Et à Washington, Pierre Botton, bonjour, vous êtes homme d'affaires, mais vous êtes ancien détenu et vous êtes auteur de Quand les détenus font la loi. Alors, on parle justement de cette révolte dans la prison de Vendin-le-Vieil, une prison de haute sécurité qui a été construite exprès pour accueillir ces détenus très dangereux. Inondations, vacarme, ingestion de piles, grève de la faim, les avocats dénoncent des conditions inhumaines, mais il y a quand même cette question qui se pose, est-ce qu'on a oublié, Pierre Botton, qu'une prison c'est d'abord fait pour punir ? Mais c'est surtout indécent. Je trouve que c'est indécent, ces réclamations de ces détenus. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, moi, j'ai vécu la détention comme ils la vivent. Sauf que moi, j'étais seul en promenade, et j'avais pas droit d'activité, ce à quoi ils ont droit. Et surtout, je vais vous dire pourquoi c'est indécent. C'est indécent par rapport aux 86 000 autres détenus. Parce que eux, ils sont seuls en cellule. Les autres sont à 4 dans des cellules prévues pour 2. Oh, alors justement... Certains dorment sur des matelas au sol. Donc, s'il vous plaît. Mais ça arrange le pouvoir politique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça montre, on a fait une prison où la détention est très dure. Ce qui est totalement faux. C'est faux, madame. Ce qui est dur, c'est la détention pour les 86 000 autres détenus. Ah, d'accord. Donc alors, attendez, je refais un petit panorama de la prison. C'est 86, moi j'ai 83. 86 000 vous êtes 83 détenus, quoi 83 000 détenus. Non, madame, vous êtes en retard. 86 000. On va bientôt être à 90 000. Pour 62 000 places, c'est bien ça ? Oui, vous comptez comme ça. Mais par exemple, la prison de la Santé, qui est en plein cœur de Paris, à côté de nous, elle est à 192%. 192%. 105 € par jour, ça c'est le coût d'un détenu. Et il y a dans cette partie de détenus, dans ces 88 000 dont vous nous parlez, il y a 19 000 détenus étrangers, c'est-à-dire un quart de détenus qui sont étrangers. Christophe, c'est un problème. Il a raison, Pierre Botton. Bien sûr, c'est un problème, c'est une honte. On manque de places de prison dans ce pays. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est très compliqué de faire une prison. Tout le monde veut qu'il y ait des prisons supplémentaires. Personne n'en veut chez soi. Oui. Pas plus les élus locaux que les habitants des villes concernées. On n'a jamais vu des gens réclamer une prison. Ils veulent des prisons, mais chez les autres. La deuxième raison, c'est l'absence de volonté politique. À peu près tous les gardes des Sceaux, sauf Christiane Taubira, ont toujours dit « Moi, je construirai 5 000, 10 000, 15 000 places ». Tous les présidents de la République se sont engagés. Ils n'ont pas tenu parole. Alors maintenant, on en est à envisager des solutions un peu plus ésotériques. Alors, envoyer des prisonniers à l'étranger, louer des places libres dans des prisons espagnoles ou roumaines ou belges, ou bien pour d'autres, essayer d'inventer d'autres formes d'incarcération que la prison. Non, il faut qu'on ait le courage de lancer un grand plan pour construire des prisons. On doit répondre à une forme de criminalité qui se répand, qui augmente. On en parle avec le narcotrafic. Et puis, il faut assurer des conditions décentes de détention. Même si on doit réfléchir, en effet, à ce qu'est la prison. Par exemple, est-ce qu'on a assez réfléchi à la place que doit avoir le travail en prison comme mode préalable à la réinsertion, et puis aussi une manière de rembourser sa dette à la société, puisque quand on travaille en prison, on est quand même moins payé. Quant à Vendin-le-Vieil, s'ils protestent, s'ils sont en train de faire des manifs, c'est parce qu'on leur retire non pas le confort, mais ils perdent le contact avec leur réseau. Dans une prison normale, ils avaient les portables, ils avaient le parloir, ils pilotaient leur réseau. Là, ils perdent le contact et donc ils vont perdre leur territoire parce que sur le terrain, on va les remplacer. C'est ça qui fait peur à ces narcotrafiquants. C'est ce que j'allais vous dire, Pierre Botton. Mohamed Amra, dans sa prison à Condé-sur-Sarthe, avant son évasion qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires, il avait, je crois, 5 portables, une chicha. Vous pouvez pas dire, non, ça vous fait sourire. Oui, ça me fait sourire parce que vous pensez qu'il n'y en a pas aujourd'hui chez les 80... À Vendin-le-Vieil ? Non, à Vendin-le-Vieil, non. Mais ceux de Vendin-le-Vieil, ils sont déjà sortis du réseau. C'est-à-dire, dans le monde du narcotrafic, ils sont déjà sortis. Et il y a déjà des gens qui ont pris leur place. Il y a déjà des gens qui ont pris leur place dans les prisons. Donc évidemment, ça me fait sourire. Je vous ai raconté, j'étais incarcéré il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans. La cellule à côté de la mienne, pas dessus, pas dessous, à côté. Le gars, il avait 2 chichas, 5 téléphones et des PlayStation. Il était à côté.
Mais Pierre Botton, il était à côté. Comment est-ce que tout ça rentre dans les prisons? Est-ce que c'est parce que les surveillants, en gros, sont corrompus et qu'on leur donne de l'argent facile? Comment est-ce que tout ça rentre, très honnêtement, dans une cellule? Enfin, je vais vous dire que vous avez des enfants, monsieur? Alors non, pas. Non, je ne veux pas rentrer dans vos vies privées, mais je vais vous expliquer. Si vous avez quelqu'un qui vous attend tous les jours, tous les soirs, en bas de chez vous, et qui vous menace, vous tenez combien de temps? Ah ben moi, je donne toutes les prestations, hein. C'est sûr. C'est tout. Oui, c'est ça. Donc, mais non, il ne faut pas dire oui. Donc il y a un mécanisme de pression. C'est ce que mais vous n'avez pas idée, monsieur, je l'ai vécu. En fait, les familles des surveillants sont menacées directement par les entourages des détenus, c'est ce que vous nous dites. Bien sûr. Et lesquels finalement finissent par céder et laisser entrer des chiffres. Mais des anecdotes, j'en ai 100 000, je vais vous en raconter. C'est ça. Je vais vous raconter une anecdote. Normalement, vous pouvez acheter un lecteur vidéo et vous pouvez rentrer des cassettes vidéo. Les cassettes vidéo, mes filles n'ont pas pu les faire rentrer, alors que normalement, elles étaient sous blister, elles sortaient du magasin, donc c'était sûr que c'était pas autre chose. J'ai un détenu qui me dit: Pierre, t'as pas l'air d'aller très bien. Je dis non, parce que je comprends pas, ça fait 3 fois qu'on essaye de rentrer les trucs vidéo, ça rentre pas. C'est quoi ce que tu veux? Ben, Game of Thrones. Tu peux me dire? Game of Thrones, 3 jours après. Devant le surveillant. Attendez, vous pouvez laisser la porte de Botton ouverte, s'il vous plaît? Et là, il sort de sa cellule et il me donne les séries. Et quand je lui dis, comment tu fais ça? C'est pas des rapports d'experts que je vous raconte, c'est ce que j'ai connu il y a 3 ans. Donc quand je lui dis, mais comment tu fais ça? Il me dit: Pierre, il y a des questions qu'il vaut mieux pas que tu poses. Ok. Voilà, c'est tout. Donc si vous voulez, la corruption, elle est absolument partout, mais moi je suis toujours très protecteur des surveillants. Parce que j'ai assisté à des scènes, madame. J'ai assisté à des scènes qui sont absolument terribles. Ils ne sont pas protégés, les surveillants. Oui, ce que vous nous dites. Le gars, il sort de son travail, on sait où il travaille, il sort de son travail, on le suit. Y compris avant dans le Vieil, il me semble qu'il y a une dizaine d'années déjà, il y avait le directeur adjoint de la prison qui avait été séquestré par un détenu à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là. Mais je trouve intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a des questions absolument fondamentales autour de la prison, mais on les pose au mauvais endroit et avec les pires des messagers. C'est-à-dire que, comme vous le dites, il y a 133 de taux d'occupation dans la plupart des prisons françaises, essentiellement les maisons d'arrêt, hein, donc avec des détenus qui sont là pour courte peine. Vous disiez, la prison ne remplit plus son rôle. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est le taux de récidive en sortie de prison? Dans les 5 ans, je crois que vous avez 2 personnes sur 3 qui récidivent dans les 5 ans, et 35% qui le font dès la première année de sortie de détention. Donc il y a des problèmes absolument majeurs. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la CEDH pour conditions inhumaines et dégradantes. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça crée un espèce de hiatus où on se dit: oh là là, ces prisonniers qui sont extraordinairement bien lotis et qui en plus se plaignent, ça dissimule tout ce qu'il y a derrière. Et je peux intervenir juste sur une phrase que tout le monde balance: la prison, c'est le Club Med. C'est tellement le Club Med que samedi soir, là, à la prison de la Santé, qui est la prison la plus moderne de France, il y a un mec qui a été retrouvé carbonisé. Carbonisé, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus le reconnaître, parce qu'on ne lui a pas porté assistance dans la nuit. Alors il a foutu le feu à sa cellule. Il est libérable bientôt. Le 22 octobre. Il était libérable le 22 octobre. J'ai pas vu de gentils membres ou de gentils organisateurs du Club Med crever, carbonisés. Donc faut arrêter avec cette phrase. Et les gens qui le disent, qu'ils y aillent. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Peut-être que Vendin-Leveille, c'était le Club Med. Oui, bien sûr. Oui. Mais alors bien sûr. C'est juste des caïds en révolte parce qu'on leur a... Mais on s'en fout d'eux, madame. Ce que je veux dire, d'accord, mais comment vous l'expliquez? Ils ingèrent des piles parce que ça leur permet... Normalement, quand ils ingèrent des piles... Mais ils les ont pas ingérées, vous savez ça. Ils se font extraire pour aller faire des radios, c'est ça? Mais bien sûr, ça va être sans cesse, mais c'est le jeu de détenus. Mais franchement... Non, mais ça, c'est un jeu de pouvoir, vous dites alors. La réalité... Excusez-moi, franchement, mais ils sont 90, mais qu'ils aillent dans leur truc, qu'ils fassent leur truc, mais mettez pas... J'aurais tellement voulu, madame, que je merci de m'inviter, mais que vous m'invitiez non pas pour parler de ces 90 gars qui, bon, peu importe, on va pas parler de ce qu'ils ont fait. Ils ont tué des enfants avec la drogue. Bien, on va pas parler de tout ça. Mais j'aurais tellement voulu que vous m'invitiez pour me dire, mais Monsieur Botton, c'est quoi la solution pour les 86 000 détenus, pour ceux qui dorment sur des pots? Parce que ça a une conséquence. Excusez-moi, Guillaume, ça a une conséquence, tout ça. Je vais vous la dire. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez que le trafic de drogue, il s'étend partout. Ils distribuent même des fournitures scolaires. Donc Et pourquoi? Eh bien, parce que la prison, depuis 20 ans, 30 ans, ne fait plus son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez quelqu'un en prison, il ne ressort pas meilleur, il ressort pire. Et qu'il recrute en prison. Mais quand vous aurez compris ça, le peuple français, on va s'en occuper enfin des prisons. On va comprendre que quand on les a chez nous, d'entre 4 murs, il faut s'en occuper.
Vous les enfermez, mais ils ressortent. Les Français, ils ont oublié une chose, c'est que les mecs, ils ressortent. Mais en effet, c'est vrai que la prison, c'est un lieu de privation de liberté. Ça, c'est le point numéro 1. 2, dans le cas qui nous occupe, Vendin-le-Vieil, c'est un lieu de privation d'influence parce que ces hommes-là, ces 90 hommes-là, ils n'ont plus les moyens de continuer à prospérer et à businesser comme ils le faisaient avant, puisqu'ils n'ont plus de téléphone portable. C'est aussi un moyen, normalement, un lieu de réinsertion. C'est-à-dire que vous entrez en prison, vous en sortez, et en principe, meilleur. Ça n'est pas du tout le cas, d'où le coup de gueule, et vous avez raison de le faire. Mais pour revenir à Vendin-le-Vieil, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas là une piste? Est-ce qu'en gros, on n'est pas en train de voir qu'en réalité, pour ces gens-là, ça fonctionne de leur priver de tous leurs moyens, d'agir en toute impunité, de continuer à businesser? Ça fonctionne peut-être à un moment donné de fermer les murs. La prison, comme ça, aussi close, ça marche. Vous me voyez sourire. Vous pensez que le trafic de drogue en France, il est tenu par 90 mecs? Je n'ai pas dit que le trafic de drogue allait s'interrompre parce que ces types-là étaient en prison. Mais quand ces types-là, à un moment donné, se révoltent, ça veut dire que ça marche. Monsieur, prison de Mulhouse, il y a 1 mois et demi, à l'isolement, on a pris un gars, il avait 12 téléphones. Il a remplacé un gars de Vendin-le-Vieil. Il a remplacé un gars de Vendin-le-Vieil. Ils sont déjà remplacés, les... Mais il y a bien des signaux qu'il faut envoyer à un moment donné sur la chaîne pénale et de punition. Enfin, il y a un moment donné, il faut que ça commence par quelque part. Mais monsieur, vous avez tout à fait raison. Mais moi, je vais vous dire, la prison ne dissuade plus. Ouais. Ces gens-là, la prison dissuade. Presque une elle va dissuader le gars qui fait des excès de vitesse, le gars qui n'a pas de permis, le gars qui n'a pas d'assurance, le gars qui rentre pour la première fois. Mais elle ne dissuade plus. Vous trouvez que j'ai l'air Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'un trafiquant de drogue, d'un détenu, tout ça? Non, monsieur, moi je suis pas là pour vous juger. Non, mais j'ai déjà été jugé d'ailleurs. Mais écoutez, mais juste une chose. J'y suis allé 2 fois, monsieur, à 25 ans d'écart. Donc ça vous a pas dissuadé? Qu'est-ce qui ne vous a pas dissuadé alors d'y retourner? De commettre les délits qui vous ont poussé en prison? Moi, c'est des délits financiers. Mais la prison, la première fois, ça m'a terrorisé. La deuxième fois, je connais le code. En tout cas, elle semble terroriser la prison parce qu'on a vu aussi des narcotrafiquants s'intéresser aux greffiers et aux greffières qui ont accès au dossier et qui leur demandent de caviarder en réalité les peines qui sont infligées, passant de 4 ans à 4 mois. Donc ça fait encore peur, la prison? Non, pas du tout. Ce qui fait peur, c'est ce qui fait peur, c'est bien. Hein. Je suis ravi de la crèche. Non, mais attendez, vous posez les bonnes questions qui sont les questions de Monsieur Tout-le-Monde. Bah oui. Mais ces gens-là, ça ne leur fait plus peur. Vous savez, j'ai discuté avec le président du tribunal de Bobigny. Il me disait, M. Breton, quand j'impose une peine de 5 ans, ils s'en foutent. Mais quand je leur dis que la peine, elle ne va plus être exécutée à Villepinte, et à la prison de Bobigny, où ils se rencontrent tous, mais qu'ils vont devoir la faire à Meaux ou à Fresnes, alors là, je me fais insulter et tout ça. Parce qu'ils ne retrouvent pas leurs copains. C'est très intéressant, cette conversation, monsieur, parce que si vous regardez la prison avec les yeux de Monsieur Tout-le-Monde, vous ne pouvez pas la comprendre. Vous ne pouvez pas la comprendre. Elle ne fait plus peur. Donc un stage de prison pour 68 millions de Français. Non, mais c'est-à-dire que... mais c'est très important. Là, Pierre Breton, là, on parlait de Vendin-le-Vieil. On est obligé de passer au sujet suivant.